Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré au MOOC d'aide à l'orientation qui s'intitule « L'éco pour qui, pourquoi ?» Nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Lotz. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avant de commencer, je vais vous donner quelques informations et quelques consignes. Donc ce webinaire va durer jusqu'à 15h25 et sera enregistré. 1 heure après la fin du webinaire, un mail vous sera envoyé automatiquement avec la procédure pour ouvrir un compte sur la plateforme Fun et l'URL du MOOC qui va vous être présenté. Ultérieurement, en fin de semaine, vous allez recevoir un lien vers la chaîne YouTube avec l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Durant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur votre droite. Nous allons les relayer à l'oral afin que tout le monde puisse profiter des réponses. Nous prendrons le temps de relayer les réponses et Sébastien prendra le temps d'y répondre après sa présentation. Donc maintenant, je passe la parole à notre intervenant. Bien, bonjour, merci beaucoup de m'avoir donc invité et de présenter aujourd'hui ce MOOC d'orientation qui est consacré aux études de sciences économiques à l'université. Comme on vient de le dire, donc vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations que je vais évoquer aujourd'hui dans ce MOOC d'orientation, donc l'éco pour qui, pourquoi. Vous retrouverez un certain nombre de rubriques que je vais décrire maintenant et davantage d'informations également, puisqu'il y a des témoignages à la fois d'étudiants, mais également d'anciens étudiants qui exercent une activité aujourd'hui et qui vous parleront de l'intérêt qu'il peut y avoir à faire ce genre d'études. Et puis, il y a aussi des cours, des mini-cours de spécialité que vous pouvez retrouver. Donc, ça vous donne comme ça une idée un peu du type d'enseignement qu'on vous propose à l'université. Donc aujourd'hui, pour cette présentation, qui est une présentation générale de l'enseignement de l'économie à l'université, je vais reprendre un certain nombre de rubriques justement de ce MOOC et je vais donc en préciser 3 ou en décrire 3. La première donc, concerne les matières fondamentales que l'on enseigne à l'université. Ensuite, je passerai à la spécialisation, en particulier ici en économie, donc les différentes spécialités, l'objectif étant de mieux vous insérer par la suite compte tenu de l'orientation que vous souhaiterez prendre. Et enfin, j'évoquerai également ce qu'on appelle les outils de l'économie, c'est-à-dire un certain nombre de matières qui sont quand même importantes, ou en tout cas assez importantes, pour réussir ces études de sciences économiques. Alors, pour la plupart d'entre vous, peut-être que l'économie, ce sera quelque chose de nouveau. J'imagine que vous êtes beaucoup de lycéens aujourd'hui présents. Certains ont fait un parcours peut-être économique et donc ont un peu la notion de ce qu'on enseigne en économie. D'autres n'ont aucune idée si vous avez choisi un parcours plutôt scientifique. Dans les deux cas, ce n'est pas très gênant puisque à l'université, généralement, les matières qu'on vous enseigne, ce sont des nouvelles matières, alors qui sont un peu dans la continuité pour ceux qui sont en SES de ce que vous avez pu forcément apprendre avant. Mais il y a quand même un aspect beaucoup plus théorique, beaucoup plus quantitatif qu'au lycée. Et donc, ce sont généralement des nouvelles matières pour vous, même si les thèmes, les principaux thèmes peuvent être un peu les mêmes. Alors, je vais commencer par tout d'abord ce qu'on appelle les matières fondamentales en économie, donc les 2 principales matières qui vont être enseignées, qui correspondent tout simplement aux 2 principales branches de l'économie. C'est d'une part la microéconomie et d'autre part la macroéconomie. Donc ça, ce sont vraiment des socles de connaissances indispensables pour bien réussir sa licence et que vous allez retrouver quasiment pendant 3 ans, tous les ans. Alors, l'objectif de la microéconomie, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, même si ça va être bref, mais l'objectif de la microéconomie, c'est de s'intéresser en fait au comportement individuel, au choix, par exemple, des agents, que ce soit des ménages, par exemple en termes de consommation, en termes d'épargne, compte tenu d'un revenu, du revenu qu'ils perçoivent, mais ça peut être aussi les choix pour les entreprises en matière, par exemple, de production, de fixation des prix, d'emploi, etc. L'intérêt donc de la microéconomie, c'est aussi de pouvoir étudier les marchés et de voir, par exemple, l'implication d'avoir un marché plutôt de type concurrentiel, où il y a un grand nombre d'entreprises qui sont présentes sur ce marché, ou au contraire,
ce qui se passe quand, par exemple, une entreprise est en situation de monopole. Donc, il s'agit d'étudier un peu les formes de marché, de voir les conséquences que ça a. Ensuite, la deuxième matière donc importante ou fondamentale, c'est la macroéconomie. Là, on s'intéresse à des variables agrégées. Donc, on va évoquer des thèmes que vous connaissez ou dont que vous retrouvez dans la presse, dans vos lectures, puisqu'il s'agit en fait d'étudier, par exemple, la formation du produit intérieur brut, d'étudier la consommation au niveau agrégé des ménages. On s'intéresse également à la question des prix, et en ce moment, donc, on parle beaucoup, par exemple, de l'inflation, également la question du chômage ou de la croissance. Bref, donc ce sont ici des variables globales, et l'intérêt d'étudier la macroéconomie, c'est aussi, eh bien, d'une part, d'essayer d'expliquer les relations entre ces variables et d'étudier la politique économique ou les mesures de politique économique et les implications que celles-ci peuvent avoir justement sur ces variables. Donc, par exemple, on peut essayer de comprendre comment relancer la croissance économique, comment réduire le chômage, etc. Ensuite, donc, une fois qu'on a évoqué ces deux branches de l'économie, il y a également d'autres matières extrêmement importantes pour poursuivre donc ces études en sciences économiques à l'université. Ce sont les mathématiques et les statistiques. Alors, vous étudiez en partie cette matière ou ces matières au lycée, aussi bien donc en première qu'en terminale. Et donc là, eh bien, ces deux matières sont fondamentales. D'une part, parce que les mathématiques eh bien, vont vous permettre justement de formaliser un certain nombre de relations entre les variables. Et en ce qui concerne les statistiques, vous allez être amené à analyser un certain nombre de données. Aujourd'hui, on sait qu'on a de plus en plus de données, de plus en plus détaillées. Hein, on parle beaucoup de big data. Et donc, il est nécessaire de traiter ces données. Et ensuite, l'important, c'est évidemment de les interpréter. Donc, les mathématiques, vous voyez, comme les statistiques, vous allez les retrouver généralement pendant tout votre cursus, et d'autant plus qu'après, vous allez justement utiliser, par exemple, vous allez suivre des matières beaucoup plus orientées vers les statistiques, telles que l'économétrie, pour traiter un certain nombre de données, essayer de voir quels sont ou pas les liens qui existent entre les variables économiques. Ensuite, il y a une dernière peut-être matière, les deux dernières matières qui sont importantes, c'est la comptabilité ou la gestion. Ces matières, elles vont vous permettre, là encore, de regrouper dans des comptes des données économiques et des données financières. Donc, c'est vrai aussi bien pour l'entreprise, quand vous faites, par exemple, de la comptabilité générale et quand vous êtes amené à étudier des soldes intermédiaires de gestion. Et puis, on utilise aussi bien la comptabilité pour les comptes de la nation. Et dans ce cas-là, on étudie de la comptabilité dite nationale. Donc, une fois que vous avez étudié ces différentes matières, hein, aussi bien la microéconomie que la macroéconomie, que les mathématiques, que les statistiques, que la comptabilité ou la gestion financière en général, il y a parallèlement, donc ça va être ma deuxième rubrique, un certain nombre de matières de spécialisation. Donc ces matières de spécialisation, vous allez les retrouver aussi bien en licence, mais principalement en fait en master. Alors vous les retrouvez en licence à travers ce qu'on appelle des parcours de licence. Donc ces parcours, ils peuvent être présents assez tôt ou plus tardivement dans le cursus. Donc, habituellement, c'est plutôt en fin de licence que vous avez la possibilité de choisir un parcours qui va correspondre donc à une spécialisation. Et puis, ensuite, c'est surtout en master que vous allez réellement pouvoir vous spécialiser, puisque là, vous allez devoir choisir une mention de master. Alors, ces spécialisations, d'une part, diffèrent selon les universités. Donc, certaines universités ont une diversité de mentions, d'autres au contraire se sont spécialisées dans certaines mentions. Donc c'est à vous de regarder en fonction de la spécialité que vous souhaitez prendre par la suite, choisir par la suite, regarder où celle-ci est proposée. Et ces mentions, eh bien, elles sont données en fait, ou elles sont diverses, mais elles suivent une nomenclature nationale. Donc, il faut regarder aussi quelles sont les spécialités dans cette nomenclature nationale.
Et une fois que vous aurez choisi votre spécialité, évidemment, vous allez approfondir vos connaissances dans ce domaine et à nouveau, vous allez être amené à pouvoir, à la fin de vos études de master, eh bien, vous insérer assez facilement dans ce domaine. Alors, en ce qui concerne cette nomenclature nationale, je ne vais pas donner tous les éléments parce que la liste est un peu longue, mais je vais vous en donner certains. Donc, par exemple, vous pouvez choisir un master spécialisé. Alors, ça peut être plus ou moins large hein, selon le domaine, mais par exemple, en monnaie, banque, finance, assurance. Donc, vous voyez que c'est un grand domaine assez large. Et puis, même si vous vous êtes spécialisé en master dans la monnaie, la banque, la finance ou l'assurance, très souvent, il y a au sein même de ces différentes mentions des spécialités plus importantes. Et donc, il faut là encore un peu regarder dans les différentes universités, sur les sites, eh bien, quelles sont les formations qui sont proposées par chacune d'elles. Alors, j'ai parlé de monnaie, banque, finance, assurance. Il y a des spécialisations en économétrie, en économie, par exemple, internationale, en économie de l'entreprise, en économie du droit, en économie sociale et solidaire, économie de l'environnement, économie de la santé. Bref, il y a énormément de spécialités qui sont proposées. Et donc, à nouveau, hein, ce qui est important surtout pour vous, c'est aussi de comprendre quels sont les débouchés professionnels. Et vous voyez qu'en fonction du choix que vous allez faire, ces débouchés sont variés. Très souvent, dans les maquettes de master, que vous consultez assez facilement en ligne, il y a un certain nombre de débouchés qui sont évoqués dans ces maquettes. Donc, allez voir celle-ci. Mais, par exemple, je peux vous donner un certain nombre de métiers à l'issue de ces études de sciences économiques, avec donc une spécialisation plus ou moins forte. Vous pouvez devenir, par exemple, économètre d'entreprise, vous pouvez devenir chargé d'études économiques et statistiques, vous pouvez être gestionnaire d'actifs si vous travaillez dans la finance, analyste financier. Vous pouvez tout simplement aussi, il y a des étudiants hein, qui sont des entrepreneurs et qui décident de monter leur start-up. Certains travaillent dans les fintech, donc dans les nouvelles technologies. Vous pouvez aussi passer un certain nombre de concours soit au niveau international, soit des concours de la fonction publique. Donc, vous pouvez également faire une carrière universitaire si vous le souhaitez, si vous vous orientez davantage vers la recherche. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un grand nombre de métiers, j'en ai évoqué que certains, mais il y en a énormément, que vous pouvez faire à l'issue de ces études. Je passe maintenant à la troisième rubrique. Donc, la troisième rubrique qui est intitulée « Outils de l'économiste ». Alors, outils de l'économiste, c'est quoi? Eh bien, ce sont des matières que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont relativement importantes quand même pour un économiste, ou en tout cas qui sont nécessaires pour réussir ses études de sciences économiques. Alors la première, c'est premier outil, on va dire, de l'économiste, c'est l'informatique. Alors l'informatique, c'est pas des études d'informatique, évidemment. Hein, ça veut dire que ça va être plutôt au début de votre cursus un peu de bureautique, que vous connaissez généralement, mais que vous allez approfondir. Et puis après, on va vous apprendre à travailler sur différents logiciels et éventuellement à faire très souvent de la programmation avec différents langages. Et l'objectif, là encore, c'est que vous soyez capable, en sortant de l'université, de maîtriser à un certain niveau cet outil, parce que c'est un outil qui est utilisé dans les entreprises. Celles-ci utilisent différents logiciels qui peuvent être aussi spécifiques à leur secteur. Mais à partir du moment où vous connaissez différents langages, vous êtes généralement capable assez rapidement de vous familiariser avec ces outils et donc d'être opérationnel assez rapidement. Ensuite, donc après l'informatique, la deuxième matière qui est aussi très importante, c'est l'anglais. Vous allez généralement faire de l'anglais plutôt économique, si vous faites des études d'économie, mais de l'anglais économique pendant ce cursus universitaire. Alors, comme pour l'informatique, pour les langues, là encore, il faut regarder quelles sont les offres des universités, parce que vous pouvez être amené à étudier aussi bien l'informatique qu'à suivre des cours de langue très rapidement, c'est-à-dire dès la première année dans la plupart des universités, mais parfois dans certaines universités, par exemple pour l'informatique, cette matière arrive plus tardivement, voire n'est pas proposée.
Donc, c'est à vous de regarder, là encore, dans les maquettes, quelles sont les matières que vous devez suivre dès lors que vous choisissez telle ou telle formation. Mais bon, d'une manière générale, on va dire que de l'informatique, vous allez en trouver à un niveau plus ou moins important ou plus ou moins approfondi, mais vous allez en retrouver dans la plupart des cursus. Et l'anglais économique, donc c'est important parce que aujourd'hui, eh bien, d'une part, c'est la langue de travail de l'économiste, hein, les chercheurs. Si vous voulez lire des articles, vous allez être amené de toute manière à travailler très souvent avec un certain nombre d'entreprises au niveau international, si vous travaillez dans des grands groupes par exemple, donc à travailler en anglais, et donc il faut que vous maîtrisiez cette langue. C'est important, en particulier si vous vous spécialisez essentiellement dans le domaine financier par exemple, et pas uniquement, ou si vous souhaitez par exemple intégrer des organismes internationaux. Bref, c'est important, c'est pas uniquement important en économie, je pense que quelle que soit la matière, la discipline que vous allez choisir, il est important, et on le voit bien, il est de plus en plus important même de maîtriser cette langue. Donc voilà pour ces matières. Je finirai simplement en disant que vous devez aussi, et je l'ai déjà dit, mais vraiment regarder dans le détail quelles sont les formations que chaque université propose. Je l'ai dit, ces formations peuvent être différentes d'une université à l'autre, mais surtout, il y a aussi, parallèlement au cursus traditionnel, on va dire de licence et de master après, mais en particulier en ce qui vous concerne pour la licence, et donc compte tenu de votre rentrée prochaine dans les études supérieures, il existe un certain nombre de parcours qui sont aussi plus sélectifs. Donc ça peut être des parcours par exemple tournés vers l'ingénierie, ça peut être aussi des doubles cursus. Donc il y a beaucoup de doubles cursus qui se sont créés dans les universités. Donc parallèlement à l'économie, en fait, vous pouvez être amené à étudier aussi d'autres matières. Donc ça peut être par exemple un cursus en économie et droit, ça peut être un cursus renforcé en économie et par exemple informatique ou mathématiques ou statistiques. Donc très souvent en fait ce sont ou pour d'autres cursus sélectifs, ce sont des matières supplémentaires que vous devez suivre et qui vous permettent parfois d'avoir un double diplôme. Donc il y a des doubles licences par exemple, d'avoir un double diplôme. Alors c'est aussi plus de travail, hein, ce qui est normal puisque vous devez apprendre 2 matières en parallèle. Ou alors, au contraire, vous devez renforcer certaines matières. Donc c'est davantage de travail, mais c'est vrai que c'est aussi une accumulation de connaissances qui est importante pour vous et pour la suite de vos études. Voilà, je crois avoir à peu près fait le tour des questions, enfin des points qui sont importants ou qu'il est important d'évoquer dès lors qu'on fait ces études. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Je vais y répondre donc dans quelques minutes. Surtout à nouveau, donc j'insiste, hein, n'hésitez pas à regarder plus en détail les différentes formations qui vous sont proposées par les universités. Il y a des spécificités, hein, donc il faut bien être conscient de celle-ci et surtout ne pas aller, je ne sais pas, dans une université qui ne proposerait pas la spécialisation que vous souhaitez faire par la suite. Alors, non pas que ce soit, qu'il ne faille pas y aller, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, parce que très souvent, en fait, la spécialisation, je l'ai fait en master. Donc, une fois que vous êtes en licence ou que vous soyez, s'il n'y a pas la spécialisation que vous souhaitez faire par la suite dans votre université, vous avez évidemment la possibilité de postuler dans n'importe quelle autre université, dans n'importe quelle spécialité qui vous plaît. Donc, il y a toujours la possibilité de bifurquer et d'aller ailleurs. Mais si vous voulez rester dès le début jusqu'à la fin dans une université, il faut connaître quelles sont les spécificités de l'université en question et surtout quelles sont les formations qui sont proposées. Comme je l'ai dit, certaines sont très larges, alors d'autres au contraire sont beaucoup plus restreintes. Toute cette information, eh bien, vous la retrouvez sur les sites des universités. Je vous remercie. Je vais donc passer maintenant aux questions. Merci Sébastien. Alors on a répertorié un certain nombre de questions, donc on va commencer
avec la toute première qui est, excusez-moi, de Franck qui demande: est-il possible de rejoindre ensuite une école de commerce? Si oui, en quelle année? Alors, c'est vrai que c'est souvent une question qui est posée. Alors, tout à fait, c'est possible surtout aujourd'hui, hein, il y a de plus en plus de passerelles. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de passerelles entre les universités, entre les établissements, que ce soit des grandes écoles, des universités et des écoles de commerce. Donc, certains étudiants décident, par exemple, après la licence, eh bien, soit d'intégrer un master, je ne sais pas moi, dans une grande école, ou alors d'intégrer, comme vous le dites, une formation dans une école de commerce. Alors, souvent, il y a une sorte de concours ou en tout cas un passage qui se fait à travers l'étude de votre dossier, peut-être un entretien oral, etc. Mais c'est de plus en plus facile, entre guillemets, ou en tout cas, c'est de plus en plus fait par les étudiants. Donc, il y a ces passerelles qui existent et il est tout à fait possible de les intégrer plus tardivement. Merci. Alors, la prochaine question vient de Fanny qui demande s'il est nécessaire de choisir maths expert en terminale. Ouais, alors à nouveau, ça c'est une question effectivement qui est souvent posée. Alors, maths expert, disons que c'est parfait, dans le sens où je ne vais pas nier que la présence des mathématiques et des statistiques est quand même importante, alors plus ou moins importante là encore selon les universités, mais quand même est importante quand on fait des études de sciences économiques. De toute manière, vous allez être amené à suivre des cours de mathématiques, vous allez être amené à suivre des cours de statistiques. Donc, si vous sortez de terminale avec un bagage maths expert, vous avez déjà de très bonnes connaissances en mathématiques. Donc, il y a un certain nombre de cours que vous allez commencer à faire dès la première année qui partent en fait de ces bases-là. Donc, généralement, vous avez déjà ces bases, ou en tout cas, c'est très souvent que de la révision en première année, même si on va parfois un peu plus loin, mais disons que voilà, il y a une remise à niveau qui se fait généralement dès la première année. Et donc, si vous sortez avec donc cette expertise en mathématiques, généralement, vous n'avez pas de difficulté, aucune difficulté pour suivre ces cours. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir suivi forcément le cours de maths expert. Donc, ce qu'on demande généralement, mais là encore, il faut regarder dans les prérequis des universités, parce que vous savez que quand vous allez postuler sur Parcoursup donc à vos études pour vos études universitaires, enfin, les universités vont vous demander, ou en tout cas vont mettre en ligne un certain nombre de prérequis. Et donc, très souvent, en sciences économiques, un des prérequis, c'est d'avoir au moins suivi maths complémentaires. D'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est que vous ayez déjà un assez bon niveau en mathématiques, et on va dire que le niveau minimal qui est requis, c'est au moins maths complémentaires. Mais maths expert, évidemment, c'est parfait. Merci pour cette réponse. Alors, la prochaine question de Sandrine qui demande quelle est la différence entre les sciences. J'ai perdu la question. La différence entre les sciences. Non, c'est pas celle-ci. J'ai perdu mes questions, excusez-moi. Les différences entre les sciences économiques et les sciences de gestion. Alors, il y a tellement de questions qui arrivent. Oui, alors j'ai beaucoup parlé effectivement de l'économie. Donc, je vous ai dit qu'en économie, on suivait des cours de comptabilité et de gestion. Alors, c'est vrai qu'à l'université, vous avez aussi la possibilité de suivre des études de gestion. Donc, très souvent, vous avez des licences qui vont être des licences de sciences économiques et de gestion. Parfois, vous avez des licences qui ne sont que des licences d'économie, et parfois, vous avez également des licences qui ne sont que des licences de gestion. Ces licences de gestion, puisque c'est la question, elles peuvent exister par exemple dès la première année. Donc, ça veut dire que vous orientez dès la première année en licence de gestion, et donc vous allez faire une L1, L2, L3, donc 3 années jusqu'à la fin donc, de la licence en gestion.
Ou alors, au contraire, vous allez suivre un parcours, soit que d'économie, donc L1, L2, L3 économie, soit éco-gestion. Bon, même si vous faites en réalité un parcours que gestion ou un parcours que économie, vous allez retrouver néanmoins ces matières, mais à un niveau plus ou moins poussé, plus ou moins élevé. Donc, si vous faites un cursus de gestion, en général, il est vrai que, en gestion pure, hein, vous allez avoir moins de matières quantitatives. En tout cas, il y aura moins peut-être de mathématiques, un peu moins de macroéconomie, un peu moins de microéconomie, ou alors vous en aurez peut-être au début de vos études, mais vous n'en aurez plus vers la fin de votre licence. Contrairement aux autres licences qui sont plus orientées éco-gestion, où là, ces matières restent très importantes et vous les retrouvez tout au long des 3 années. Pour ces cursus de gestion, il se peut aussi parfois dans certaines universités que cette spécialisation gestion intervienne qu'en L3, c'est-à-dire que vous allez suivre en fait, par exemple, une formation éco-gestion en L1 et en L2, et puis c'est en L3, donc quand vous devez vous spécialiser davantage, que vous aurez le choix entre continuer plutôt en économie ou continuer plutôt en gestion. Voilà, donc ça, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Et là encore, ça dépend vraiment des universités. Donc, il faut regarder comment est-ce qu'elles se sont spécialisées aussi bien en économie qu'en gestion. D'accord ? Parce que c'est vrai qu'habituellement, on retrouve la plupart du temps dans les universités des parcours éco-gestion. Alors, peut-être un petit point, donc je reviens juste sur la gestion. C'est vrai que la gestion, par exemple, quand on fait un cursus d'économie, comme je l'ai dit, ça va être plutôt de la comptabilité, de la gestion financière, alors que si vous faites un parcours purement gestion, là, vous allez avoir beaucoup plus de matières au choix, donc, ou même beaucoup plus de matières qui vous seront enseignées. Donc, je ne sais pas, vous allez par exemple faire du marketing, alors que si vous êtes en cursus d'économie, vous n'aurez peut-être jamais fait de marketing. Vous allez faire des ressources humaines, des études de ressources humaines aussi, etc., que vous n'aurez non plus pas eu si vous avez fait un parcours économie. Alors, je dis que vous n'aurez pas eu, sauf si, évidemment, dans certaines universités, là encore, même si on se spécialise plus ou moins tôt, on a la possibilité de choisir des matières optionnelles parfois. Donc, par exemple, si je suis en L1, en L2, en L3, je peux peut-être parfois avoir le choix d'une option. Et parmi ces options, il peut y avoir, par exemple, des matières de gestion, donc du marketing, des ressources humaines, etc. Mais disons que ça va être une option, ça ne va pas être ma spécialisation. Alors que si vous êtes vraiment dans un parcours gestion, là, toutes ces matières, généralement, vont être enseignées. Je vous remercie. Alors, la prochaine question nous vient de Lola, qui demande... Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. La prochaine question de Lola qui nous demande: est-ce que les matières fondamentales que vous avez annoncées sont les mêmes en LEA? Alors, LEA, c'est quoi? C'est Langue étrangère appliquée. Alors, je ne connais pas bien la formation LEA. Je ne pense pas que ce soit les mêmes matières qui soient enseignées. Mais après, j'avoue que je ne peux pas vraiment répondre parce que c'est une formation que, par exemple, dans mon université, nous n'avons pas. Donc, je ne connais pas très, très bien. Eh ben, nous pouvons passer à la prochaine question qui nous vient de Sonia. Non, de John, pardon. Quel débouché pour un économiste de la santé issu d'une filière économie pure? Alors, si vous êtes dans le domaine de la santé, je ne sais pas, vous pouvez travailler par exemple dans des hôpitaux, dans des ministères. Vous êtes, alors, tout dépend, j'imagine, de l'orientation enfin, de la plus ou moins grande spécialisation que vous allez faire au sein de enfin, ce qu'on appelle l'économie de la santé. C'est quand même assez large. Donc, bon, il y a plein de, j'imagine qu'il y a, là encore, c'est pas une spécialisation qui est proposée là où je suis, donc j'aurais du mal à vous dire quels sont exactement les débouchés, mais à nouveau, hein, j'insiste sur le fait que
si vous regardez par exemple la maquette d'un master spécialisé en économie de la santé, sur cette maquette, normalement, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des débouchés dans cette spécialité. Ou en tout cas, on va vous dire un peu quels sont les métiers qu'exercent aujourd'hui les anciens étudiants qui sont sortis de ce master d'économie de la santé, par exemple. Mais là encore, économie de la santé, c'est par exemple dans la nomenclature nationale des masters. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un master d'économie de la santé, donc qui est assez généraliste, mais très souvent, au sein de ce master, vous allez avoir peut-être une spécialisation plus importante dans un des secteurs de la santé. Donc là, peut-être que deux masters d'économie de la santé se spécialisent dans des secteurs différents de la santé et donc vous amèneront à exercer une activité, là encore, dans des secteurs très différents de la santé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la spécificité à chaque fois de chaque formation et regarder quels sont les débouchés associés à cette formation. Merci Sébastien. La prochaine question qui nous vient de Marius, qui nous demande « Pensez-vous qu'en général, il soit possible d'assumer la charge de travail d'une licence de ce type en plus d'une autre dans le cadre d'une double licence ?» Alors, généralement, oui, parce que c'est beaucoup de travail, mais pour les doubles licences, l'université qui propose ces doubles licences adapte évidemment les programmes et le volume horaire au fait que les étudiants sont amenés justement à devoir étudier deux matières différentes. Donc très souvent, en fait, c'est pas deux licences comme si vous aviez à travailler deux licences dans leur totalité. Ces doubles licences, elles vont vous proposer toutes les matières principales, on va dire, de ces deux cursus, mais va vous alléger avec d'autres matières. Donc, par exemple, si je prends économie et droit, donc si vous faites une double licence économie et droit, vous allez évidemment suivre l'ensemble des matières principales en économie. Et puis, souvent en économie, on peut faire aussi un peu du droit. En droit, vous pouvez faire un peu d'économie. Donc, vous allez aussi suivre l'intégralité des matières principales en droit. Mais il y a un certain nombre, par exemple, d'options, aussi bien en économie qu'en droit, que vous n'aurez pas à choisir. Donc, vous serez allégé de certaines matières. D'accord ? Donc, on va vraiment, vous allez vraiment vous concentrer sur les matières fondamentales. Et donc, votre emploi du temps va être adapté au fait que vous êtes amené à suivre deux cursus en parallèle. Et donc, on ne va pas vous demander de travailler 50 heures par semaine ou de suivre 50 heures de cours par semaine. On est conscient que ce n'est pas possible. Donc, vous allez avoir un volume horaire plus important que si vous suiviez une licence dans une discipline uniquement. Mais vous êtes allégé de certaines matières. Je vous remercie. Alors, la prochaine question d'Aurélie, qui nous demande « Quelles sont les différences entre la licence éco et la licence MIACH mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales ?» D'accord, donc si vous êtes en MIACH, en fait, la différence, c'est que vous allez être beaucoup plus spécialisé en informatique, il y a énormément d'informatique, également en statistique, donc mathématiques, statistiques, ça va être renforcé par rapport à un parcours d'économie, et de la même manière, l'informatique va être extrêmement important, beaucoup plus important que dans un cursus d'économie. En revanche, vous ferez un peu probablement moins d'économie, ou en tout cas, vous verrez peut-être moins de matière que si vous suivez un cursus d'économie. Donc, en économie, si vous faites un cursus d'économie, on va dire que le poids, ce sont les matières économiques. Maintenant, il y a aussi, je l'ai dit, de l'informatique, mais ce n'est pas de l'informatique telle qu'on va la faire dans les formations en MIACH, ou là, au contraire, vos matières principales vont être les matières plus quantitatives, ça va être plus, on va dire, scientifique. Donc, à mon avis, il faut avoir un peu l'âme scientifique. Il faut aimer les maths, les stats, l'informatique. Et
comme c'est généralement appliqué aux sciences sociales, bah, vous avez aussi ces autres matières qui vont intervenir dans votre cursus. Et donc, vous aurez forcément de l'économie, mais beaucoup moins que dans un cursus. Donc, vous voyez que le poids des matières, en fait, est inversé quasiment. Merci pour ces éclaircissements. On a une question de Brieux qui demande quels sont les différents types d'économistes? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par différents types d'économistes? Alors, c'est la question de Brieux dans notre audience qui nous pose cette question. Alors, peut-être que nous pouvons demander à cette personne de clarifier la question. Ouais, En attendant, on va passer à la prochaine question, en attendant sa clarification. Alors, on a une question de Audrey qui nous demande: que conseillez-vous comme école pour travailler dans le domaine du marketing communication? Est-ce que la licence gestion de l'IAE correspond? Quelles sont les matières enseignées? Oui, alors je n'ai pas parlé des IAE, mais c'est vrai que les IAE donc, sont essentiellement spécialisés. Alors c'est un peu particulier puisque vous passez, il me semble, un concours pour entrer dans ces IAE. Donc c'est pas tout à fait le même système pour l'université. Et même si les IAE font partie des universités, mais bon, disons que c'est un peu à part. Les IAE, c'est plutôt effectivement de la gestion, de la comptabilité d'entreprise. Donc, si vous faites un IAE, vous allez forcément faire beaucoup de gestion. Et donc, les matières que vous évoquez, alors je ne sais plus, les communications, marketing, vous allez les retrouver généralement au sein de ces formations. Et à l'issue de ces formations de licence en IAE, bah, soit vous intégrez, effectivement, vous pouvez intégrer un master, par exemple, dans une université, un autre master en gestion, ou bien dans d'autres, même vous pouvez essayer d'intégrer d'autres types de masters. Donc, spécialisé, par exemple, pourquoi pas en marketing ou en communication. Ou alors, vous pouvez aussi tenter des concours ou aller peut-être dans d'autres écoles. Mais ce sont des matières qui, effectivement, vont être proposées par ces IAE pendant ces années de licence. Je vous remercie. Alors, a priori, on n'a pas de nouvelles questions. Alors, à toutes les personnes présentes, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Il nous reste une dizaine de minutes à peu près. Bon, voilà, Louise nous pose une question. Qu'est-ce que vous pouvez partager quelques informations sur la licence AES? Comment comme les différences sur le programme, les débouchés, etc., entre AES et économie-gestion ou même économie pure? Traditionnellement, donc, ce sont des licences qui sont proposées plutôt dans les universités où il y a du droit et de l'économie, puisque l'AES est un peu à cheval entre les deux. Alors, c'est-à-dire que quand vous faites un cursus d'AES, vous allez faire de l'économie, mais moins, évidemment, beaucoup moins. Donc, c'est moins poussé que dans une licence d'économie. Et vous allez faire du droit, mais là encore, vous allez faire beaucoup moins de droit que dans une licence de droit. Donc, quelque part, quand vous êtes en licence AES, vous faites plus de droit que les économistes et donc moins d'économie que les économistes, et vous faites moins de droit que les juristes, mais plus de droit que les économistes. Donc, c'est un parcours un peu entre les deux. Alors, il faut quand même faire attention parce que généralement, donc, ou en tout cas initialement, l'intérêt de cette filière, c'était plutôt de préparer des concours administratifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à la fin de la licence, vous puissiez avoir suffisamment de connaissances, ou les connaissances, on va dire, nécessaires pour passer un certain nombre de concours administratifs. Parce que dans ces concours administratifs, on vous demande d'avoir des connaissances en droit et des connaissances en économie. Donc, si vous voulez passer ces concours, ça peut être une bonne chose. Maintenant, si vous ne voulez pas passer les concours administratifs, il faut faire attention parce que ce qui risque de se passer à l'issue, il faut peut-être voir, hein, moi je ne connais pas bien non plus l'ensemble des débouchés, hein, tout dépend si vous voulez poursuivre après en master ou pas vos études ou vous arrêtez en licence, mais
il faut faire attention parce que à l'issue donc de ces 3 années de licence, si vous voulez continuer en master, donc il va falloir que là que vous vous spécialisiez, c'est-à-dire que vous orientez soit vers de l'économie, soit vers du droit. Le problème, c'est que en master d'économie, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir de très, très bonnes connaissances en économie. Donc, très souvent, on va considérer qu'un étudiant de licence a peut-être pas suffisamment de connaissances, ou en tout cas, n'a pas suivi suffisamment de matières en économie pour pouvoir poursuivre correctement. En master et en droit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les masters en droit vont considérer que vous n'avez pas fait suffisamment de droit, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de matières juridiques que vous n'avez pas à étudier. Et donc, là encore, vous n'allez pas être en mesure de suivre correctement les cours de master. Donc voilà, donc c'est entre les deux. Donc c'est très différent encore de la gestion, des licences de gestion. C'est évidemment différent de la licence d'économie, c'est différent des licences de droit. C'est vraiment une licence qui est à cheval entre le droit et l'éco, et c'est très différent des doubles licences, parce que dans les doubles licences, c'est pas du tout ce que j'évoquais, enfin ce que j'évoque là. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dans les doubles licences, là, vous avez vraiment 2 licences, c'est-à-dire une licence droit, une licence économie, et vous avez vraiment suivi quasiment l'intégralité des matières de chaque filière. Voilà, donc c'est beaucoup plus poussé. AES, c'est entre les deux, entre 2 matières. Merci pour vos réponses. Alors, on va conclure avec la question de Romain, qui explique qu'actuellement, en classe de première, il nous dit « Je voudrais avoir un renseignement à propos de la nécessité de garder la spécialité maths avec SES ou bien de garder la spécialité HGGSP à laquelle j'ajouterai maths en complément. » Oui, alors c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut absolument garder des maths. Donc, il faut au moins que vous ayez fait maths complémentaires pour, à mon avis, réussir correctement vos études de sciences économiques. C'est vrai que parmi nos étudiants, on a beaucoup d'étudiants qui sont plutôt, enfin, qui ont suivi une formation plutôt scientifique avant, donc c'est-à-dire qui viennent en fait qui viennent du lycée ou de terminale en ayant suivi une filière plutôt scientifique. Ceux qui viennent, il y en a aussi qui viennent des SES, évidemment, mais généralement, ce sont des étudiants qui réussissent bien, qui ont suivi ou qui ont gardé en tout cas les mathématiques. Donc, généralement, c'est indispensable, c'est-à-dire que c'est un prérequis d'avoir au moins choisi maths complémentaires. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment aller faire des études d'économie, il faut au moins que vous ayez choisi maths complémentaires. C'est indispensable. Donc, il faut vraiment garder des maths en première et en terminale. C'est très important. C'est important parce que ça va en fait vous permettre de mieux réussir vos années de licence. Vous aurez moins de mal. Vous allez pouvoir vous adapter assez rapidement à l'université aux nouvelles matières. Vous perdrez moins de temps. Vous n'aurez pas à revoir un certain nombre de notions importantes que vous n'auriez pas vues auparavant. Donc, il y a moins de révision et voilà, ça sera plus facile pour vous et pour les autres matières également. Donc, c'est très, très important de faire des mathématiques. Je vous remercie. Bon, il nous reste quelques minutes. On a une question de Julie qui demande quelles sont les filières permettant d'étudier à l'étranger. Quel serait le niveau d'anglais requis? Alors, je ne sais pas s'il y a des filières pour étudier à l'étranger, mais au sein des universités, vous avez la possibilité très souvent, à travers par exemple les programmes Erasmus, d'aller faire soit un semestre, soit une année de votre licence à l'étranger. Alors très souvent, c'est plutôt en 3e année que ça se fait. Donc là, ça dépend des partenariats que chaque université a avec d'autres universités étrangères. Et forcément, comme il y a beaucoup de demandes et finalement peu de place, on ne peut pas envoyer tous les étudiants. Donc, il y a 2-3 places peut-être par université. Donc, ces partenariats concernent peut-être une dizaine de personnes par an. Il y a une sélection qui s'opère, donc aussi bien sur les notes des étudiants que sur leur niveau en langue. Donc, si vous voulez partir, je ne sais pas moi, en Angleterre, il est évident que les cours vont être en anglais. Il faut que vous soyez capable de suivre correctement ces cours en anglais. Donc, il faut avoir un bon niveau en anglais. Si vous voulez partir en Espagne, vous allez avoir des cours peut-être en espagnol. Et donc, il est important, là encore, d'avoir un bon niveau. Alors, je dis pas forcément en anglais, là, ça va être en espagnol, par exemple. Donc, vous allez être amené, en fait, à devoir non pas passer un concours, mais vous allez devoir passer une sélection et donc le niveau en langue sera important
et compte tenu du choix que vous aurez fait, du pays que vous aurez choisi pour cette année ou ce semestre d'études à l'étranger. Maintenant, si vous voulez partir en dehors de ces partenariats, ça c'est libre à vous de postuler où vous voulez, mais dans ce cas, il faut regarder à chaque fois quels sont les critères d'admission de chaque établissement, de chaque université étrangère. Ça peut se faire sur concours, sur dossier, on vous demande plus ou moins d'examens, aussi bien en langue que dans, je sais pas, dans d'autres disciplines, donc ça c'est vraiment propre à chaque établissement. Il nous reste encore quelques minutes, alors on va en profiter pour revenir sur une autre question de Brieux qui demande quels sont les débouchés après un master analyse et politique économique. Alors, quand vous faites un cursus en analyse et politique économique, alors très souvent, vous étudiez énormément de matières. Donc, soit c'est plutôt pour s'orienter avec des parcours qui sont plus ou moins professionnalisants ou plutôt destinés à la recherche. Donc, ça dépend là encore des établissements, il faut regarder. Mais on va dire que soit donc vous destinez vers la recherche, donc ça va être là encore plutôt intégrer des organismes, pas forcément publics ou privés, mais qui vont faire des études économiques, des études en matière de politique économique, par exemple les implications en matière fiscale, les implications en matière d'emploi, etc., de telle ou telle politique. Donc, vous pouvez travailler, par exemple, pour des ministères ou même au sein d'entreprises, de groupes privés. Donc, ça, là encore, ça dépend vraiment de l'orientation de chaque filière ou de chaque établissement. Si vous avez donc choisi un système, enfin un master, pardon, analyse et politique économique qui est peut-être plus professionnalisant, bon, c'est ce que je disais, c'est que finalement, vous allez être amené à travailler dans des institutions publiques ou privées qui ont pour objectif de faire quelque part de l'analyse économique et d'étudier, de quantifier très souvent les implications des différentes politiques publiques. Je vous remercie Sébastien. Donc là, je vois qu'on n'a plus vraiment de questions. Ah, alors. Non. Dernière question, excusez-moi, de Romane qui demande quelle est l'université la plus sélective, et ce sera notre dernière question car ce webinaire arrive à sa fin. Alors, plus sélectif, c'est difficile à dire. Tout dépend de la demande qui s'adresse à chaque université. Tout dépend aussi du niveau requis par chaque université. Généralement, toutes les universités vont essayer de choisir les meilleurs étudiants qui postulent dans leur université. Et vous savez que via Parcoursup, vous devez déposer des dossiers, les universités récupèrent vos notes. Et puis, il y a plein d'autres critères qui entrent en jeu. Donc, selon la proximité, selon la situation, voilà, votre situation géographique par rapport à l'établissement dans lequel vous voulez rentrer. Donc, ça va être plus difficile, voire impossible, par exemple, pour quelqu'un qui habite à 1000 km d'ici ou qui a fait des études à 1000 km d'ici, de rentrer, par exemple, dans une université, on va dire, parisienne, ou inversement, parfois ça peut être aussi difficile pour un Parisien d'aller ailleurs en province. Donc ça, tout dépend de la manière dont est configuré Parcoursup. Je ne connais pas le détail, on va dire, parce que c'est ces sortes d'algorithmes qui vont faire cette répartition. Mais globalement, meilleures sont vos notes, meilleur vous serez, plus ce sera facile pour vous d'intégrer n'importe quelle université. Donc, c'est essentiellement les notes dans les matières requises qui vont jouer un rôle primordial. Eh bien, merci Sébastien pour toutes ces informations. Merci pour toutes vos réponses. Merci également à toutes et à tous pour vous être connectés. Pour aller plus loin et poser d'autres questions, je vous invite à ouvrir un compte sur la plateforme FunMOOC et à vous inscrire au MOOC L'écho pour qui, pourquoi. Vous aurez donc accès au forum
dans lequel vous aurez l'opportunité d'échanger et de poser vos questions auxquelles vous recevrez des réponses directement sur la plateforme. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et merci encore Sébastien, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.